Bienvenue à vous pour cette deuxième partie de fin d'après-midi, de début de soirée, on va même pouvoir le dire. Donc je me présente, je m'appelle Marie Goranson et avec ma collègue Aurélie Thibault, nous allons vous proposer une présentation qui s'articule autour de deux thématiques qui sont tout à fait des dimensions essentielles à la gouvernance locale, que sont le dialogue politico-administratif et la démarche ou le management stratégique. Pour la petite histoire, au départ, il était question qu'on vous parle simplement de ce que c'était que la démarche stratégique, la planification stratégique. Et avec Aurélie, nous avons pris l'initiative de dire, en fait, il y a quelque chose qui est tout à fait au cœur de cette démarche stratégique dans votre chef, c'est la relation que vous allez avoir avec l'administration. Et donc, nous voulions profiter aussi de ce moment pour vous parler de cette articulation politico-administrative qui est tout à fait essentielle dans la gestion publique, j'y reviendrai, et qui sont deux dimensions en fait qui s'auto-alimentent. Parce que la démarche stratégique, dans une commune, mais à d'autres niveaux de pouvoir aussi, eh bien, elle permet de structurer le dialogue entre le politique et l'administration. Et à l'inverse, un dialogue politico-administratif constructif va permettre une meilleure démarche stratégique. Alors, juste quelques petits mots pour vous expliquer qui nous sommes. On ne va pas vous faire le CV ou l'article ici, mais simplement que vous compreniez quelle est notre position et d'où nous parlons ce soir. Donc, toutes les deux, nous enseignons ici. Nous sommes professeurs à l'Université libre de Bruxelles, responsables pour ma part du master en administration publique, et nous faisons des recherches, c'est ça le propre de l'université, hein, nous faisons des recherches sur les administrations. Principalement, Aurélie, elle est une spécialiste des enjeux de la gouvernance locale, donc c'est vraiment son niveau d'expertise. Quant à moi, je m'intéresse aux divers niveaux de pouvoir, mais mon centre d'intérêt, mes centres de recherche, ce sont principalement, effectivement, les relations politico-administratives et l'introduction des dispositifs de gestion dans les administrations. Et donc, c'est fort de ces expériences qu'ici, on va vous proposer une réflexion, ou en tout cas, on va essayer d'encourager votre propre réflexion sur eh bien, les fondements d'une gouvernance locale saine et vous expliquer en fait en quoi le dialogue politico-administratif et une démarche stratégique peuvent être réellement les garants de votre action en tant qu'élus locaux. Alors, je vous le disais, on va donc commencer par parler de cette relation qui unit les responsables politiques et les responsables, les dirigeants des administrations. C'est un élément clé, c'est une spécificité du management public. Il faut se rendre compte que management public, c'est une discipline en tant que telle, et on ne peut pas transposer les principes, les préceptes de la gestion, du management, aux administrations et à la gestion de ces administrations. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des spécificités très importantes. Vous le savez tous, hein, une administration, ça ne fonctionne pas comme une entreprise. Alors, il y a de multitudes de spécificités. Je vais vous en citer trois. La première, effectivement, c'est la relation politico-administrative. Ça veut dire que quand on est manager public, quand on est dirigeant d'une administration, on a une relation dont il faut tenir compte puisque notre action est subordonnée aux politiques. Deuxième grande spécificité, je ne vous apprends rien, c'est que finalement, le critère de rentabilité capitalistique ou la recherche de profit, ce n'est pas un critère opérant pour analyser les activités qui sont menées à bien dans une administration, quel que soit le niveau de pouvoir. Et troisième élément clé, que je mettrai ici en évidence parce qu'elle a tout son intérêt pour vous, eh bien, c'est de comprendre que les administrations, ce sont des systèmes complexes. Complexes en termes de gestion des ressources humaines, puisqu'on doit, en tant que gestionnaire public, eh bien, concilier
des travailleurs contractuels, en tout cas les conditions de travail de travailleurs contractuels avec des travailleurs statutaires. On est souvent aussi à la tête de gros bateaux, qui sont donc de grosses entreprises, de grosses organisations, de grosses structures, qui en plus n'ont pas qu'une seule mission. Elles sont en charge de missions très hétérogènes. Les administrations de vos communes respectives ont diverses missions. Et donc, cette hétérogénéité, c'est une difficulté supplémentaire dans l'organisation des services et qui, de facto, va engendrer un certain cloisonnement des services, c'est-à-dire le fait que dans les services, on a du mal à envisager la réalité dans son ensemble, à comprendre ce que font les autres services, à voir se développer une forme de localisme, c'est-à-dire eh bien, simplement le fait qu'on perd de vue l'intérêt global, les finalités globales de son organisation au profit des finalités de son propre service qui est assez déconnecté des finalités des autres services. Tout ça donc pour vous dire, l'administration, c'est un système complexe, la gestion de l'administration, c'est un système complexe, et il y a cette articulation, cette interface politico-administrative qui est très importante, qui est au cœur de la démocratie locale et qui doit faire l'objet de vos réflexions parce qu'en gros, vous dépendez grandement de l'administration. Bien sûr, en tant qu'élu de la majorité, si vous avez des notes d'orientation, un programme de politique générale, bien entendu, pour faire exécuter ce programme, vous allez avoir besoin de l'administration. Du comité de direction, on en a un tout petit peu parlé, Aurélie va revenir largement sur ce comité de direction, mais aussi sur l'ensemble de l'administration qui va concrétiser et qui va faire en sorte que l'action des élus, elle passe, tout simplement. Elle s'opérationnalise, elle se concrétise, elle devienne réalité. Mais même en tant que conseiller, il y a aussi des enjeux très importants dans la gestion de cette relation politico-administrative, puisque tout simplement, vous êtes les garants de l'intérêt communal et vous veillez aussi au bon fonctionnement des services à destination des citoyens. Le fait que votre commune fonctionne, c'est de premier intérêt pour vous. Donc, le travail de l'administration et l'interaction que vous allez avoir avec l'administration, c'est de toute première importance. Et ce que je vous engage à faire, c'est d'avoir une réflexion, et ça se fait à tous les niveaux de pouvoir, d'avoir une réflexion sur le partage des rôles entre l'administration et les responsables de l'administration d'une part, et entre ce qu'il revient aux politiques. Ce n'est pas si évident. Au départ, si on veut se pencher un peu dans la littérature, en fait, il y a des principes et un modèle qui est fondé sur une séparation stricte entre le politique et l'administration. C'est ce qu'on appelle ce fameux modèle dichotomique qui met en évidence la primauté du politique, bien entendu, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de bien subordonner l'action de l'administration aux politiques. Il en va de notre état de droit et de notre démocratie, donc c'est bien légitime. Et puis, sous-jacent, cette idée qu'en fait, on peut faire une séparation des tâches entre le pouvoir politique, qui va pouvoir décider, et l'administration qui exécute. Vous connaissez tous cet adage, le politique décide, l'administration exécute. Voilà, terminé, c'est réglé. Nous voilà tous bien avancés, on sait bien qu'est-ce qui doit être fait par chacun. Mais en réalité, ce modèle est durement éprouvé par la pratique. En fait, il n'est ni possible, ni souhaitable. Ni souhaitable parce qu'on espère bien qu'il y a une perméabilité entre le niveau décisionnel et le niveau d'exécution. Il en va de la qualité des décisions. Si les décisions et le niveau décisionnel est déconnecté du niveau de mise en œuvre, on risque d'avoir des décisions qui sont tout simplement infaisables, irréalistes et qui ne trouvent pas leur place sur le terrain. Toujours pas souhaitable non plus parce que, quelles que soient vos connaissances multiples et des milieux professionnels d'où vous êtes issus,
vous savez qu'aujourd'hui, pour avoir une adhésion et pour pouvoir avoir des personnes qui exécutent des décisions, un minimum de participation ou à tout le moins de consultation ou d'avoir entendu les avis, ça permet d'avoir plus d'adhésion. C'est valable aussi dans ce modèle et dans cette relation politico-administrative. Et puis, je vous disais, c'est pas souhaitable, c'est pas possible non plus. Parce que cela sous-entendrait qu'il y a un niveau décisionnel, l'élaboration d'une politique, et que dans la mise en œuvre, à aucun moment on ne prend de décision. C'est faux, évidemment. Dans la mise en œuvre de n'importe quel volet de l'action publique, vous allez être confronté à toute une série de décisions à prendre. Alors la question, c'est sur quoi portent ces décisions. Ah, mais là, c'est plus ça relève plus du politique. Non, ça relève plus de l'administration. Donc, c'est extrêmement compliqué et en tout cas, on ne peut pas se fonder simplement sur cette idée de se dire « voilà, c'est très facile, le politique décide, l'administration exécute ». Donc ici, ce que nous mettons en évidence, c'est l'importance de trouver un équilibre. Un équilibre dans le partage des responsabilités qui ne remettra bien entendu pas en cause la primauté du politique, il n'en est pas question. Mais il faut trouver un équilibre entre priorité et préoccupation politique et continuité dans la gestion des services, entre pouvoir des décisions des élus, mais aussi une contribution de l'administration. Quelle est la place de l'administration? Dans quelle mesure elle peut être force de proposition? Ici, on voit à quel point cet équilibre est difficile à trouver, et je le redis, il est difficile à trouver dans tous les niveaux de pouvoir. Ce que l'on peut voir, en tout cas, dans les exemples étrangers et en Belgique aussi, c'est que cet équilibre, il va être facilité par la dynamique de relations qui existe entre les mandataires politiques et les mandataires administratifs. Et que si on est face à une relation de confiance, cet équilibre sera plus facile à trouver, mais aussi à se maintenir. Maintenant, il faut bien reconnaître que en Belgique, en termes de relation de confiance entre le politique et l'administration, ça va pas de soi. En tout cas, l'équilibre, il est fragilisé. Pourquoi il l'est? En partie parce qu'on peut voir qu'il y a des perceptions qui sont mutuellement négatives, que le politique voit d'une certaine façon l'administration et que l'administration voit d'une certaine façon le politique. Et que ces perceptions négatives, elles alimentent cette relation de méfiance. Alors, je vous ai mis ici quelques éléments et je vais commencer, parce que je ne veux pas trop vous bousculer quand même, par vous présenter la façon dont le politique voit traditionnellement l'administration. Et ce que je mets ici en évidence, cela va de soi, c'est pour l'ensemble des niveaux de pouvoir. Je ne suis pas en train ici de vous parler principalement du niveau local, j'y reviendrai. Mais donc, de façon traditionnelle, ce qui est reproché à l'administration par le politique, c'est son inertie, la difficulté de mettre l'administration en mouvement et le sentiment d'irresponsabilité de l'administration, le fait que l'administration a cette tendance à se défausser toujours sur le politique. Et tu dis, ah ben non, nous on n'est pas responsable, ça, le politique doit trancher, hein, c'est pas à nous de décider ça. Ce qui est également mis en évidence, ce sont les rigidités propres à l'administration et à son fonctionnement. Les procédures nombreuses, trop nombreuses, son manque d'agilité, on dirait aujourd'hui si on veut être un peu branché, son fonctionnement bureaucratique. Ben oui, en soi, des processus, des prises de décision super centralisées, tout remonte toujours. À chaque niveau, eh bien, on rejette la responsabilité au niveau supérieur et il y a des codes qui font que le bateau est extrêmement difficile à bouger. On va aussi mettre en évidence le manque de réactivité, tout simplement, de l'administration et la non prise en compte des contraintes politiques. C'est quand même pas compliqué de comprendre que quand on a une grève sur les bras ou quand on a un dysfonctionnement majeur et que l'ensemble des enseignants de la communauté française ne peuvent pas être payés, on a un petit souci politique.
Et l'administration, on ne peut pas la joindre après 17 heures, c'est très compliqué, c'est très difficile, ils ne comprennent pas nos enjeux, on est à l'approche électorale, on a un bilan à proposer, on aimerait bien que cette future piscine soit enfin terminée, parce que, mon Dieu, on en a tellement travaillé qu'on aimerait quand même pouvoir le mettre au crédit de son action. Ça, c'est la façon dont, effectivement, le politique voit l'administration. Maintenant, je voudrais que vous soyez attentifs dans la façon dont vous êtes perçus par le politique, par l'administration, pardon. Tout d'abord, le fait que le politique ne prend pas en compte l'expertise de l'administration dans les processus d'élaboration des politiques publiques. À certains niveaux de pouvoir, on parle même d'exclusion de l'administration dans les processus décisionnels qui mènent à de politiques publiques nouvelles. Alors que l'administration, elle est là, elle est en charge depuis un certain nombre d'années, elle a mis en œuvre certains dispositifs et au gré des législatures, eh bien, on voit réinventer la roue 20 000 fois, revenir avec des idées qu'on avait testées 5 ans avant qui n'avaient pas marché. Et toute cette connaissance-là, elle n'est pas partagée. Plus le fait que ce sont les administrations qui sont en contact des citoyens de façon régulière et que ces éléments-là ne remontent pas, ou en tout cas, quand ils remontent, ils ne sont pas entendus par le politique. Un point qui revient aussi très souvent, c'est l'idée de se dire qu'en fait, le politique va confisquer l'ensemble de l'action publique pour dire que cette décision, elle relève du niveau politique. Non, non, ça c'est politique. Non, non, ça doit être tranché par le politique. Ou ça c'est urgent, on n'a pas le temps de passer par vos services. Et donc, ce sont les entourages ministériels qui vont faire le boulot parce que, voilà, c'est urgent et c'est un niveau politique. À certains moments, on ne sait plus qu'est-ce qui relève du niveau politique finalement. Et des choix qui devraient être basés sur simplement une expertise deviennent des choix politiques qui doivent être pris uniquement par les élus. Autre point qui est souvent mis en évidence, c'est la volonté permanente des responsables politiques de s'ingérer dans les matières de l'administration, dans la gestion des services, dans l'organisation concrète des services, dans la façon dont on a organisé ces services, dont on doit organiser les processus, le fait qu'on a décidé qu'on allait placer telle personne dans l'administration, que finalement on va proposer une cellule différente qui va se charger de cette histoire-là. Et donc, il y a cette confiscation aussi jusqu'à la gestion concrète des services, qui n'a pas spécialement attrait à la mise en œuvre d'une politique particulière. Mais le politique s'en mêle. Le politique aussi se permet de choisir avec quelle personne il va travailler dans l'administration, court-circuite sa hiérarchie, par exemple. Parce qu'il a un contact avec un tel, et donc plutôt que de passer par la hiérarchie, il va préférer prendre son téléphone et directement contacter l'agent en question. 2 points encore, le manque d'intérêt pour les contraintes de l'administration, le fait que l'administration, elle a de moins en moins de ressources, elle est contrainte par toute une série de procédures, les marchés publics par exemple. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Il faut proposer autant d'offres, il faut élaborer un cahier des charges de telle façon. On comprend bien le caractère urgent de la demande du politique, mais en fait, c'est comme ça. On n'a pas de ressources là tout de suite à mettre à disposition. Et puis, et ça c'est assez marrant, parce qu'on voit que d'une part, le politique voit l'administration comme politisée, c'est-à-dire qui a travaillé auprès de personnes d'un autre bord politique et qui simplement fait qu'on ne peut pas avoir confiance parce qu'on sait qu'en fait, il fait partie d'un autre bord, qu'il a sa carte dans un autre parti, il est aussi militant. Mais l'administration, elle accuse le politique de politiser l'administration et surtout d'avoir une influence politique sur les nominations. Alors, dans ce que je vous ai présenté, je vous ai dit, ce n'est pas propre au niveau local. C'est plutôt général, et il y a des éléments qui doivent être nuancés. La problématique de la politisation de l'administration est moins claire au niveau local. Il n'y a pas le même jeu au niveau des parachutages dans les administrations, on n'a pas de coloration d'administration, alors que dans certains niveaux de pouvoir, c'est bien ce qui est reproché à l'administration. Mais il y a certains éléments qui sont plus prégnants.
Je vous parlais de l'ingérence du politique dans la gestion des services. Nous avons l'expérience des établissements scolaires, des écoles, et nous savons à quel point les directions d'établissements scolaires se sentent parfois contraintes par les conseils communaux, par le collège, par leur échevin, pour ne pas sanctionner, par exemple, un enseignant qui dysfonctionne. Et donc, on voit cette contrainte-là et cette ingérence-là dans le travail de l'administration. Alors, pourquoi je vous ai fait cette petite introduction? Pour que vous compreniez que la relation politico-administrative, elle est cruciale, je le redis. La bonne articulation va permettre une action publique et une action sociale de qualité. Et en fait, partout, à tous les niveaux de pouvoir, on s'interroge sur cette relation. Et les réformes de ces dernières années vont essayer de structurer, dynamiser, responsabiliser les parties prenantes de cette relation en introduisant, par exemple, des contrats d'administration, donc en essayant de contractualiser cette relation, ou en parlant de relations de partenariat, ou en essayant de structurer simplement cette relation. Et le niveau local n'y échappe pas, puisque les réformes de la nouvelle loi communale ont en effet visé également la dynamisation de la relation politico-administrative et la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants ou des grades légaux. Et Aurélie va maintenant vous proposer un arrêt sur différents dispositifs qui, d'une façon ou d'une autre, va s'intéresser à cette relation, différents dispositifs auxquels vous allez bien entendu être confrontés. Voilà, donc comme Marie vient de le dire, en effet, dans cet exposé, on voit la nécessité de comprendre les contraintes mutuelles, les enjeux liés à cette clarification des rôles, etc. Mais au niveau de la gouvernance locale, on se retrouve avec une série d'outils qui sont aussi complètement au service de cette relation politico-administrative et qui constituent de vraies opportunités. La plupart ont été introduits dans la nouvelle loi communale il y a une quinzaine d'années, en tout cas 2009 et 2014, donc 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde la mise en œuvre de ces outils, on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours mis en œuvre de manière tout à fait conforme à ce qui est prévu dans le cadre législatif. C'est évidemment quelque chose d'intéressant, sur quoi on s'est penché, et on constate qu'une des raisons principales qui explique ce défaut de mise en œuvre, alors c'est pas pour taper sur les doigts des communes, mais voilà, c'est la réalité quand on met en œuvre un outil. Une des raisons principales là derrière, c'est le manque de compréhension des finalités de ces outils. Pourquoi ils sont conçus de cette manière-là et qu'est-ce qu'ils doivent permettre ? Et donc, c'est la raison pour laquelle on voulait revenir ici avec vous sur une série de ces outils, revenir aussi sur la manière dont ils sont susceptibles de structurer la collaboration politico-administrative et revenir donc sur leur finalité pour bien comprendre les opportunités qu'ils peuvent produire. Alors, parmi ces outils, on en a sélectionné 5. Il y a d'abord le comité de direction, c'est un outil parmi d'autres, l'organigramme, note d'accord, système de mandat et le plan triennal. On aurait pu ajouter le contrôle interne. Dans notre réflexion, il structure moins que les autres la collaboration politico-administrative, donc on l'a laissé de côté. Vous allez peut-être aussi vous étonner de ne pas voir le système d'évaluation des grades légaux. Ça devrait y apparaître et donc j'y ferai référence aussi à certains moments de mon exposé. Et donc je vais commencer avec le comité de direction, donc, qui a introduit dans la nouvelle loi communale en 2009. Alors vous allez me dire, on avait déjà des comités de direction avant 2009. J'espère aussi. C'est vrai qu'à Bruxelles, en tous les cas, c'est une pratique qui était relativement généralisée, mais la pratique était généralisée, mais assez hétérogène entre les communes. Chacun faisait un peu, finalement, à sa sauce. L'ordonnance de 2009 formalise la composition de ce comité de direction. Donc, va prévoir que le comité de direction, je vais répéter en partie ce qui a été dit dans l'exposé de là tout à l'heure, mais prévoit que le comité de direction est composé des grades légaux, donc secrétaire communal, receveur, gestionnaire des ressources humaines, éventuellement des adjoints, le cas échéant, et de tous les agents, ou en tout cas de toutes les personnes qui dirigent un service dans l'administration sous l'autorité directe du secrétaire communal.
Ici, c'est déjà intéressant parce qu'on constate déjà un écart par rapport entre la pratique et le cadre légal. C'est qu'on a de nombreux comités de direction qui ne sont pas composés conformément à ce cadre légal, avec une extension de certains comités de direction à d'autres chefs de service, chefs de projet qui n'agissent pas sous l'autorité directe. Et puis, on constate que dans certains comités de direction, le politique est présent, soit avec la présence directe du bourgmestre, soit avec la présence du cabinet du bourgmestre. Ici, à ce stade, l'idée est juste de poser le constat de cet écart, évidemment. Donc, ce comité de direction est introduit dans l'ordonnance de 2009 avec l'intention, finalement, de permettre un meilleur lien entre la décision politique et la mise en œuvre au niveau de l'administration. Donc, une double finalité là derrière. Une finalité de coordination des services dans un esprit ou une logique de cohérence et une finalité de transversalité, d'assurer la transversalité du travail qui est effectué par l'administration dans la mise en œuvre. Dans l'ordonnance de 2009, on a introduit donc, on rend ce comité de direction obligatoire et donc on change de système de management, de modèle de collaboration politico-administrative. Avant la réforme de 2009, le modèle légal de collaboration politico-administrative, c'est-à-dire les rôles, les structures de collaboration, mais aussi les flux informationnels et décisionnels qui prennent place entre le politique et l'administration, c'était celui-ci. C'est celui qu'on appelle le modèle de gestion intégrée. On voit que le secrétaire communal est au centre, le seul pivot, la seule interface entre l'administration et le politique. On voit aussi à quel point il peut être alors le goulot d'étranglement de toute cette collaboration. Après la réforme de 2009, le modèle légal, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on voit vraiment très clairement ici cet aspect collectif de l'interface politico-administrative. Le comité de direction devient l'interface privilégiée entre le politique et l'administration. Évidemment, le secrétaire communal reste, réglementairement parlant, en tous les cas, la seule courroie de transmission d'informations entre le politique et l'administration, mais il est soutenu maintenant dans cette mission par un comité de direction qui introduit aussi une responsabilisation des chefs de service ou des directeurs qui y siègent et qui permet donc cette transversalité et cette cohérence dans la mise en œuvre. Ça, c'est ce qui est prévu dans le cadre légal. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la pratique ? Eh bien, pas toujours. Donc, quand on regarde la pratique, non, d'abord, je voudrais revenir sur un petit point et vous expliquer pourquoi c'est très important. Pourquoi est-ce que ce changement de modèle légal est important et était nécessaire ? Les communes, comme toutes les administrations publiques, évoluent dans un environnement qui est complexe, avec une très forte complexification des matières. On dit ça depuis 15 ans que les matières se complexifient, mais ça reste une réalité, en particulier dans les communes. Une très grande transdisciplinarisation aussi des matières, des enjeux de performance publique qui ne sont pas négligeables et qui nécessitent ou qui exigent qu'on puisse avoir dans les administrations communales un organe collectif qui soit agile, réactif et à même d'avoir un rôle stratégique dans cette prise de décision et cette réponse à l'environnement changeant et complexe. C'est la raison pour laquelle cette réforme était indispensable. Dans la pratique, c'est plutôt ça qu'on voit. C'est-à-dire celui qu'on appelle le modèle échevinal, donc un modèle dans lequel le bourgmestre, les échevins, parfois même les conseillers communaux, vont aller s'adresser en direct aux services, évidemment aux services compétents sur les matières dont ils ont la charge, enfin ça c'est dans le meilleur des cas évidemment, parfois par l'intermédiaire d'un cabinet, vont s'adresser aux services via le chef de service, parfois même directement via certains agents. L'idée ici, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est simplement de poser le constat. Ça, c'est la pratique qu'on observe le plus souvent dans la majorité des communes, à Bruxelles, en région wallonne ou en Flandre, évidemment, c'est la même chose partout. On voit bien, évidemment, le contournement que ça pose par rapport au comité de direction. Cet écart entre la pratique et le cadre légal a évidemment une série d'incidences. Alors on peut évidemment le comprendre aussi. La réalité des pouvoirs locaux est telle qu'il y a une très grande proximité, notamment géographique, entre les élus, notamment les membres du collège et l'administration communale. Ils ont souvent leur bureau dans le même bâtiment, ce qui n'est pas forcément le cas à d'autres niveaux de pouvoir. Il y a aussi un côté très concret des matières qui sont traitées au niveau communal, quelque chose de très quotidien ou ancré dans le quotidien des citoyens et donc qui exige parfois beaucoup de rapidité dans la communication, dans l'action. Donc ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on observe cette pratique, mais elle pose une série de conséquences, en tous les cas, par rapport au modèle légal qui est prévu. Première conséquence,
Évidemment, on a un dédoublement de la ligne hiérarchique. Vous l'avez vu, on a un contournement et on garde évidemment un chemin hiérarchique classique. Alors ce dédoublement de la ligne hiérarchique, il a plusieurs effets. Déjà, il nous expose, ou en tout cas il expose les administrations locales au risque d'avoir des décisions qui ne sont pas concertées, qui sont parfois même discordantes entre différents services. Il expose aussi les agents ou les chefs de service à des conflits de loyauté, parce que parfois les injonctions ne sont pas les mêmes entre l'échevin et le chef de service. Il y a aussi une logique de possession du rôle des chefs de service eux-mêmes, dans le rôle de responsable hiérarchique. Ça peut entraîner de la frustration, de la démotivation. Tout ça engendre une série de risques psychosociaux pour les agents qui sont importants et qu'il faut pouvoir poser dans les constats. Deuxième conséquence de ceci, c'est un obstacle au rôle de transversalité du comité de direction, évidemment. À nouveau ici, on s'expose à des risques de décisions non concertées. Ça empêche le comité de direction aussi de jouer un rôle dans l'optimisation des services et des tâches qui sont effectuées, etc. Et donc, ça l'empêche d'être le garant de la cohérence et de la performance. L'enjeu aussi là derrière, c'est le risque de voir des objectifs plus individuels ou plus localisés au niveau des services prendre le pas sur les objectifs collectifs. Finalement, qui décide de ce qui est prioritaire quand tout est prioritaire pour tout le monde ? C'est le comité de direction qui devrait être le garant de pouvoir dire, voilà, à ressources limitées, entre deux demandes ou injonctions, voilà celle qui est prioritaire pour les objectifs collectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, ce modèle échevinal, il prend place en contradiction avec deux éléments importants du cadre légal et de la nouvelle loi communale. Le premier, ce sont les missions du secrétaire communal. Donc elles ont aussi été énumérées là tout à l'heure, elles sont longues, il y a une longue liste, moi j'en ai repris 3 ici. Donc le secrétaire communal, il a la direction générale des services, leur coordination, la direction et la gestion journalière du personnel, et puis il est chargé de l'exécution des axes politiques. On voit bien, quand on lit ces 3 missions du secrétaire communal, que celui qui doit répartir les tâches, allouer les rôles et les missions, s'assurer de l'équilibre de la charge de travail entre les différents services et les différents membres du personnel, c'est bien le secrétaire communal. Et donc, ça, c'est un premier point de blocage par rapport à cette pratique. Deuxième point de blocage, c'est que cette pratique du modèle échevinal, elle prend place en contradiction avec la logique de collégialité du collège et donc l'inexistence juridique de la figure individuelle de l'échevin. À nouveau, l'idée n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. L'idée, c'est simplement de poser ces constats et de mettre en évidence les tensions qu'ils introduisent dans le système de management local. Alors, on ne parle pas de tensions de différents interpersonnels. Ici, je parle de tensions au sens de nœuds ou de blocages, d'obstacles dans le système de management qui l'empêchent donc d'atteindre ses objectifs et qui doivent donc être compris et perçus par chacun. On passe aux outils suivants. Alors, évidemment, l'ordonnance introduit aussi l'obligation de se doter d'un organigramme. Ça peut sembler un petit peu interpellant ou banal. Non, il y a des communes qui n'avaient pas d'organigramme en 2009. Pourtant, c'est un outil de management et d'information qui est important. Évidemment, c'est un prérequis à la mise en œuvre ou à la mise en place du comité de direction, mais c'est aussi un outil important qui permet de comprendre la structuration des services, les interconnexions entre les services, etc. On a aussi l'introduction du système de mandat pour les grades légaux. Donc, le système de mandat, c'est quoi ? C'est la possibilité pour les communes de recruter leur secrétaire communal ou leur receveur dans le cadre d'un mandat de 8 ans, renouvelable plusieurs fois. Ce système de mandat, ça peut être vraiment une opportunité pour la dynamisation de cette collaboration politico-administrative, tout comme ça peut être un très grand piège. C'est une opportunité s'il est bien utilisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit être utilisé dans le cadre d'une vraie responsabilisation du secrétaire communal ou du receveur, avec une vraie logique aussi de délégation ou en tout cas d'autonomie de gestion derrière. Il faut qu'il puisse avoir la liberté ensuite d'agir et puis c'est nécessaire aussi d'avoir des objectifs qui soient tout à fait clairs et pertinents. Si ce mandat n'est pas utilisé dans ce contexte-là, c'est un piège. C'est un piège qui risque d'empiéter ou en tout cas d'empiéter sur la collaboration politico-administrative. C'est un piège et il faut être attentif à ça parce que le cadre légal sur le mandat est assez incomplet ou en tous les cas ouvre une série de dérives qui sont importantes. Si le mandat est mal utilisé, il peut très facilement augmenter l'influence du politique sur le travail de l'administration puisqu'il y a des biais dans le cadre législatif actuel. Donc petit point d'attention sur le piège ou l'opportunité du mandat.
Autre outil, c'est la note d'accord. Donc, au début de chaque législature, le secrétaire communal doit conclure une note d'accord, au nom aussi du comité de direction, avec le collège. Cette note d'accord, c'est quoi? C'est le secrétaire communal, le comité de direction, le collège se mettent d'accord, comme le nom l'indique, sur la manière dont on va collaborer pour mettre en œuvre les objectifs politiques. Ici aussi, c'est un outil qui est très important et très intéressant pour dynamiser cette collaboration politico-administrative. Et dans la pratique, on constate que les communes ont du mal à s'en saisir, ou en tous les cas qu'ils ne produisent pas encore tous les effets qu'ils pourraient produire, parce que cet outil peut produire des effets intéressants. Déjà parce que l'exercice est difficile et que souvent le secrétaire communal est un peu tout seul par rapport ou face à cet exercice, à devoir rédiger cette note. Et puis, force est de constater que le politique a du mal à s'en saisir, à s'y intéresser, soit parce que c'est pas prioritaire, il y a d'autres urgences en début de législature, soit parce que c'est pas nécessaire, parce que bon, tout va bien entre nous, donc on ne doit pas formaliser, soit aussi parce que c'est pas toujours facile de prendre des engagements par écrit et que donc il y a une forme de réticence à s'engager dans les modes de collaboration. Pourtant, en proposant cette note d'accord, le législateur met en évidence l'importance de discuter. Donc cet outil est obligatoire, hein. Le législateur met en évidence l'importance de discuter des modes de collaboration et même le législateur met en évidence la nécessaire contextualisation de cette collaboration. Il n'y a pas une seule bonne manière de collaborer entre le politique et l'administration, sinon le législateur aurait produit une note d'accord type que tout le monde pouvait reprendre. Ici, l'idée, c'est bien de regarder en fonction des contraintes, de la situation de la commune, de la culture de l'organisation ou de l'administration communale, des manières de fonctionner, de se mettre d'accord de manière contextualisée sur nos modes de fonctionnement. Si elle est bien utilisée, c'est aussi un outil qui peut être très intéressant. Ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter à reprendre les rôles, les missions de chacun tels qu'ils sont décrits dans la nouvelle loi communale. Dans ce cas-là, la note d'accord n'a pas d'intérêt, évidemment. Par contre, si elle va plus loin, si elle opérationnalise les modes de collaboration en disant qu'il va y avoir des réunions conjointes entre certains organes, par exemple le comité de direction, le collège, qu'il va y avoir des réunions préparatoires au conseil communal ou des commissions, comme ça a été évoqué là tout à l'heure, eh bien là, on a une note d'accord qui se met vraiment au service de la dynamisation de cette collaboration politico-administrative et qui porte aussi une série d'opportunités. Et puis finalement, le plan triennal. Alors le plan triennal, c'est l'idée, tous les 3 ans, de se projeter sur une temporalité un peu plus longue que l'année budgétaire qu'on connaît. Et donc avec le 1er et le 4e budget, le collège va présenter au conseil un plan triennal avec 2 volets. Premier volet, une projection budgétaire à 3 ans. C'est intéressant parce que ça permet aux conseillers communaux quand même de comprendre par rapport au budget qu'ils votent aujourd'hui, quelles sont les incidences de ce budget sur les années qui suivent. Et donc on a vraiment l'intention d'avoir ici une logique plus pluriannuelle du budget. Et puis le 2e volet du plan triennal, ça va être une note d'orientation qui explique finalement ce qu'on va faire avec cet argent, mais avec des mots. On va expliquer quels sont les axes de politique fondamentaux qui vont être réalisés grâce à ce budget sur les 3 années qui viennent. Quand on regarde un peu la pratique de ce plan triennal et quand on regarde aussi la manière dont il est designé dans la réglementation, on voit qu'il y a vraiment une intention de planification stratégique derrière. On y vient enfin, puisque c'était le sujet de notre intervention. On voit vraiment cette intention de planification stratégique, mais elle reste quand même très fort limitée à la question budgétaire de la planification stratégique. Elle omet toute la partie de l'élaboration de la politique, de la définition de la stratégie, du choix des priorités, etc. Elle omet aussi, ou en tout cas le cadre légal ne précise pas vraiment qui intervient à quel moment pour faire quoi. Par contre, quand on va regarder ce qui se passe dans d'autres régions, en Flandre et en région wallonne évidemment, on voit qu'on a été beaucoup plus loin dans ces outils de planification stratégique. Vous avez sûrement déjà entendu parler du PST, donc le programme stratégique transversal, qui est en fait une obligation dans les communes wallonnes et qui va beaucoup plus loin dans cet exercice de planification stratégique, à tel point que certaines communes et certains CPS bruxellois se sont déjà saisis de l'outil et se sont dotés de leur propre PST. Ici, la logique qu'il y a derrière, ou en tout cas à nos yeux et à notre sens, c'est quand même que, au regard de ce contexte très complexe des administrations publiques et en particulier des administrations locales, il est nécessaire d'aller plus loin dans la planification stratégique que ce que prévoit le plan triennal, qui est finalement voilà un début de planification sur cette logique budgétaire, mais qui devrait aller plus loin pour pouvoir professionnaliser les administrations communales et les outiller face aux défis qui sont les leurs. Et donc Marie va nous parler davantage de cet enjeu de la planification stratégique.
Alors, on passe à la deuxième partie de notre intervention. Et donc, effectivement, moi, je vais vous donner les balises pour vous expliquer concrètement ce que c'est que ce management stratégique, vous expliquer comment on interagit entre responsables politiques et administration, et surtout vous exposer les grandes finalités de ce dispositif, quelles sont toutes les opportunités qu'un tel dispositif offre quand on le met en place dans une administration. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette démarche stratégique? C'est un processus qui prend place dans, on va parler de votre commune ou de votre CPAS, et qui va aller de la définition de la stratégie jusqu'à sa déclinaison en objectifs concrets, son opérationnalisation, son suivi et le contrôle de sa concrétisation. Donc en gros, à travers ce management stratégique, on va offrir, réfléchir à la projection de sa commune dans un état souhaitable, bien entendu. Et donc, c'est un peu ça la stratégie, hein. C'est comment est-ce qu'on se projette et comment est-ce qu'on va évoluer dans les services qui sont offerts aux citoyens. Quand on parle de stratégie, c'est important de retenir que, à travers une stratégie, avant toute chose, une administration, un niveau de pouvoir opère un choix. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs options, qu'on en écarte certaines et qu'on en sélectionne certaines. Pourquoi? Parce que vous en conviendrez tous, on est dans un contexte de limitation des ressources, qu'on ne peut pas tout faire, et l'ensemble de la démarche, dans sa première partie, doit nous permettre de faire le bon choix. Pour éviter d'avoir une politique simplement de saupoudrage où on fait un peu de tout, un peu de rien. Donc, à travers la stratégie, il y a cette idée de choix. Il y a aussi l'idée qu'on entre de plein pied dans une démarche prospective, qui n'est pas simplement une démarche prévisionnelle où on attend l'avenir qu'on essaye simplement de prévoir. Ici, on va essayer de créer son futur et donc agir, prendre des décisions, mettre des moyens au service de l'évolution de notre commune ou du CPAS. Alors, c'est aussi l'idée de la transversalité. D'ailleurs, Aurélie l'a mentionné, le PST a bien ce mot en exergue. C'est un programme stratégique transversal, mais en fait, c'est un peu un pléonasme, parce que dans le programme stratégique, il y a déjà cette idée de transversalité. Transversalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évolution de notre commune ou de notre CPS va se décliner dans l'ensemble de son administration, va avoir des impacts dans l'ensemble des services et va mobiliser dans sa concrétisation l'ensemble des ressources humaines dans l'organisation. Ça sous-entend aussi qu'il y a une grande cohérence dans les différentes actions qui vont, ou des différents projets qui vont composer notre stratégie. Donc, première idée, on se projette à moyen terme à travers une stratégie et le processus va aller de la définition de cette stratégie jusqu'au contrôle de sa concrétisation. Avant d'entrer un peu plus dans le détail, je voudrais mettre en évidence les finalités, les opportunités qu'offre ce type de dispositif. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des opportunités qui sont connues, qui ont fait que l'ensemble des niveaux de pouvoir, au fédéral, on parle de plan stratégique, au niveau régional et communautaire, on parle de contrats d'administration qui concrétisent en fait cette démarche stratégique. En Wallonie, on en a parlé, et même dans les écoles. Dans les écoles, ça a été mentionné tout à l'heure, il y a aussi un plan de pilotage qui devient un contrat d'objectifs. Et bien là aussi, ça concrétise cette démarche stratégique. Et quelles sont les opportunités offertes? Eh bien, d'abord, la responsabilisation des dirigeants des services, du comité de direction. Aurélie a parlé de l'importance de ce collectif. Donc, la responsabilisation du comité de direction devant les élus quant à la mise en œuvre du programme de politique générale. Quand on dit responsabilisation, ça ne veut pas simplement dire contrôle, ça ne veut pas simplement dire reddition de comptes. Il n'y a pas de responsabilisation sans délégation d'autonomie de gestion.
On ne peut pas être tenu responsable de choses qu'on n'a absolument pas décidées. On n'est pas responsable alors. Ce que je mets ici en évidence, c'est que cela sous-entend délégation d'autonomie de gestion, ça sous-entend participation aux décisions. Sinon, on n'est pas responsable. Deuxième grande opportunité, le pilotage de la performance des services de l'administration. Je vais revenir sur cette idée de performance, mais quand on parle de pilotage, en tout cas, l'idée, c'est que grâce à ce dispositif, on va pouvoir objectiver la performance de ces services. On va pouvoir également être alerté sur les déficits de performance. On va pouvoir anticiper le fait qu'on est en voie d'atteindre ces objectifs ou non, surtout pour pouvoir corriger le tir. L'idée, grâce à la démarche, c'est pas de fixer des objectifs et puis 3 ans ou 6 ans après, se demander si on les a atteints en se disant « Oh, c'est dommage, on les a pas atteints ». Ben non. L'idée, c'est que tout le long du chemin, on mette en place un processus qui nous permette sans arrêt de corriger le tir et de redresser la barre si cela s'avère nécessaire ou d'avoir des changements. Et puis, c'est aussi, et ce n'est pas rien, un outil qui va permettre de faire la conciliation entre la concrétisation des priorités politiques et l'amélioration du fonctionnement des services. Et ça, c'est aussi un problème récurrent en gestion publique, c'est comment concilier ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on concilie des améliorations dans la gestion interne et dans le fonctionnement avec les priorités politiques. Enfin, troisième finalité, opportunité, une meilleure communication envers les citoyens, parce que ce dispositif va permettre de dire voici nos projets, voilà où on en est, et in fine, au bout du mandat, voilà ce qui s'est réellement passé. Vous voyez là, donc, les opportunités importantes et cette triple finalité que l'on peut donner aux démarches stratégiques. Pour autant, il y a pas mal d'idées reçues sur ce type de dispositif et je vais vous en présenter quelques-unes avant de rentrer dans le processus. Donc, ce qu'on entend parfois, c'est de se dire qu'en fait, la démarche stratégique, ça se confond avec le projet politique. Et donc, de toute façon, c'est mené par le politique. Ça ne sert à rien de rajouter une couche stratégique au niveau de l'interface entre le politique et l'administration. Je voudrais souligner que si, et nous allons le voir ensemble, le stratégique va tenir largement compte des priorités politiques, il ne se limite pas au projet politique. Il est enrichi par toute l'expertise et la connaissance de ce qui a déjà pris place dans une administration, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Il est aussi enrichi par l'expérience concrète des membres de l'administration avec le citoyen, avec le bénéficiaire, avec l'usager. Deuxième idée reçue, la démarche stratégique concerne le fonctionnement des services et est donc une démarche qui doit prendre place exclusivement au sein de l'administration. C'est un peu l'autre extrémité du continuum, et c'est de se dire, en fait, oui, les administrations peuvent faire leur petite démarche stratégique, pas de problème, mais ça concerne simplement la gestion des services, c'est leurs outils, et nous, on n'est pas censé s'y intéresser. Nous avons notre projet politique, et en fait, il va bien au-delà, il est bien plus large, il est bien plus important que ce qui est juste une question de gestion interne. Troisième idée reçue, la démarche stratégique ne consiste qu'en la mise en œuvre des programmes politiques et conforte l'administration dans son rôle d'exécutant. C'est une position encore différente. C'est simplement de se dire, en fait, oui, le programme stratégique existe, mais il ne va juste se nourrir que des priorités politiques, et c'est juste la traduction dans ce qui doit être mis en place dans l'administration par rapport au projet politique. Et nous sommes encore dans cette idée, donc, le politique décide, l'administration exécute. Ensuite, la démarche stratégique met à mal la primauté du politique. Et ça, c'est très important parce que c'est une résistance qui peut tout à fait apparaître comme légitime. Mais vous allez voir qu'en aucune manière, il est question ici de remettre en cause la primauté du politique. In fine, des arbitrages doivent être faits
In fine, des choix de priorité sont faits et elle revient aux élus. Enfin, la démarche stratégique et le management de la performance qu'elle permet sont inspirés du management qui prend place dans le privé et a comme finalité l'augmentation du profit des organisations. Et ici, c'est la critique un peu facile de la managérialisation de l'administration, de la chose publique, qui va revenir très souvent. On va recourir aux chiffres pour parler des humains. Dans les administrations communales, on l'entend plus encore dans les CPAS. Voilà, c'est une question qui anime certains. Moi, je pense que quand on est très au clair sur la finalité et sur le fait qu'on met des choses en place au service du bien commun et qu'on sait dans quel contexte on se trouve, réfléchir à la performance de ces services, c'est juste de la démocratie. C'est juste se dire qu'on veut être une administration, une commune, un niveau de pouvoir local fort qui est prêt à assumer les responsabilités qui sont les siennes. Et quand on voit à quel point ces responsabilités risquent encore de s'alourdir ou de s'enrichir, on peut le voir de deux façons. Notamment, on a entendu ce matin, je pense que c'était le président des CPAS se poser la question de qu'est-ce qu'il va advenir s'il n'y a plus que 2 ans d'allocation de chômage possible, et se dire, ben voilà, ça va répercuter au niveau des CPAS. Donc, on voit bien ici à quel point le niveau local a des responsabilités très importantes à jouer auprès de la population et à quel point il est important qu'on réfléchisse à la performance des services pour pouvoir simplement assumer davantage ces responsabilités toujours plus importantes. Mais je vais y venir maintenant. Je vais vous présenter cette fameuse démarche stratégique et surtout clarifier eh bien, la répartition des rôles. Qui va faire quoi et comment on va justement permettre cette articulation politico-administrative. Alors, cette démarche stratégique, on part de la stratégie qui se décline en objectifs stratégiques. Les objectifs stratégiques, c'est finalement là vers où on veut aller, vous m'avez compris, sur un horizon de temps qui dépend un peu, on va y revenir, mais c'est un moyen terme. La durée de la législature, ça semble tout à fait opportun. Et ces objectifs stratégiques vont être déclinés en objectifs opérationnels. Ça, c'est l'opérationnalisation, la feuille de route. Qu'est-ce que ça va changer dans nos opérations? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place dans l'administration, dans nos services, pour pouvoir atteindre ces objectifs stratégiques? On va décliner ces objectifs opérationnels en projets, en actions, réfléchir aux moyens, aux ressources qu'il faut mobiliser pour ce faire. Réfléchir à la budgétisation, c'est-à-dire à la connexion avec le cycle budgétaire sur 1 an. Et finalement, il y a l'étape du contrôle. Et toutes ces étapes, eh bien, elles sont autant de moments importants de dialogue entre le politique et l'administration. Et ça permet, et c'est en cela que c'est un processus très important au regard de cette articulation politico-administrative, parce que ça permet de structurer ce dialogue. Alors si on rentre un tout petit peu plus dans les détails, rassurez-vous, je ne vais pas non plus vous abreuver de conseils sur la façon de le mener à bien, mais en tout cas de vous donner les grandes lignes. En fait, la première étape, elle est très importante. C'est l'étape où l'on va déterminer les objectifs stratégiques. Et pour déterminer ces objectifs stratégiques, il n'y a pas 36 solutions de le faire. Il faut d'abord avoir une étape d'état des lieux et de diagnostic. Pour ce faire, ce qu'il est attendu, c'est une réelle analyse des parties prenantes de votre administration, des parties prenantes qui peuvent bien entendu être, et c'est tout à fait légitime, les responsables politiques qui ont des priorités. Et on commence certainement par là. Quelles sont les priorités politiques pour prendre la mesure de leurs besoins à l'égard de l'administration? C'est évident. Mais les responsables, les élus, ce ne sont pas les seules parties prenantes de la commune. Et ce qui est attendu, c'est d'élargir cette analyse, de pouvoir, parce qu'on a des agents qui sont au plus près des citoyens, parce qu'on met en place
des projets, parce que simplement on réalise nos missions, on est aussi capable, dans l'administration, de capter l'évolution des besoins des usagers. Et évidemment, ça ne s'opère pas si facilement. On fait une segmentation, ça se réfléchit par service, et on voit en quoi les choses sont en train de bouger. Et on voit quels sont les nouveaux besoins qui émergent. On va également aller vers des parties prenantes plus internes, en réfléchissant aussi aux besoins de nos agents. Et là aussi, il y a toute une segmentation à opérer. Ce qui fait aussi la difficulté de la gestion des ressources humaines, c'est que, en fait, dans le personnel ou les agents communaux, vous avez des statuts très différents. Et donc, il y a aussi cet apport-là qui doit être présent. Et puis, il y a aussi d'autres parties prenantes. La région, qui va faire promouvoir des changements, des réformes. Et tout simplement, il y a l'idée de s'ouvrir à l'environnement. Et ça, c'est aussi un tournant qui s'opère, hein, c'est de se dire, en fait, une administration, elle n'est pas simplement centrée sur elle, elle ne définit pas seule son action. Elle essaye de répondre aux besoins de l'environnement. Et ça permet aussi de s'interroger, alors c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose dans le contexte des administrations, mais c'est s'interroger sur la concurrence. En tout cas, qui offre le même type de service que nous, plus ou moins de la même façon. À Bruxelles, il suffit d'aller dans la commune d'à côté. Pas pour se dire on est en concurrence les uns par rapport aux autres, mais pour s'interroger. Tiens, ils sont passés au guichet tout électronique. Tiens, ils offrent ceci. Tiens, ils offrent cela. Ils organisent les choses comme ça. Ben, c'est légitime hein, de se poser la question. Pour l'ensemble de vos missions, vous avez, entre guillemets, des concurrents, mais aussi pour certaines d'entre elles. Vous avez la question des crèches. Vous demandez, ben, tiens, il y a des crèches privées sur ma commune. Encore une fois, l'idée n'est pas de se dire je veux prendre plus de parts de marché, c'est ridicule. Mais simplement de se dire, tiens, quel service est offert dans ces crèches? Et nous, force publique, qu'est-ce qu'on offre? Il en va de la légitimité. Hein. On ne peut pas avoir des services de niveau totalement distinct. Il faut réfléchir à son positionnement. Et donc cette réflexion-là, elle est menée par les administrations. Elle doit l'être, elle doit être encouragée. Et cela va déboucher sur effectivement des objectifs stratégiques qui ont un volet externe et un volet interne. Le volet externe, bien sûr, il est alimenté essentiellement par les priorités politiques. Cela va de soi. Mais il peut y avoir une alimentation, des propositions qui viennent de l'administration, fortes de l'analyse qu'ils ont faite. Il ne faut pas se priver de cela. Il y a aussi un volet interne de ces objectifs stratégiques qui vont plutôt être dirigés vers l'amélioration des services. Et généralement, c'est moins pensé par les élus. C'est négligé. Ces objectifs stratégiques, une fois qu'ils sont définis, bien entendu, ils doivent être validés par le politique. Hein. Et le politique le validera s'il se retrouve dans ses priorités, bien entendu. Ensuite, il y a bien entendu le travail de déclinaison, j'en ai parlé, hein, où finalement on va réfléchir à l'opérationnalisation, on va réfléchir aux projets qu'on doit mettre en place dans son administration pour y arriver. Et donc, on arrive à l'idée de mettre en place des projets, de dédier des ressources nécessaires, et on est toujours dans un environnement de temps qui peut être plus ou moins long. Quels sont les projets qu'on veut mettre en place à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, et qui vont permettre, in fine, au bout des 6 ans, d'arriver à l'atteinte des objectifs stratégiques. Ici aussi, il y a un rôle prégnant de l'administration. C'est quand même légitime que l'administration réfléchisse main dans la main avec le politique sur les projets qui peuvent être menés pour arriver à l'atteinte, notamment à la concrétisation des promesses politiques, d'un programme de politique générale, mais aussi à une amélioration du fonctionnement de la commune. On avance encore un peu. L'étape de budgétisation, c'est la reconnexion. Avec les 3 premières étapes, on était
sur un terme de 6 ans, 5 ans, 3 ans, à un moment donné, il faut reconnecter au cycle budgétaire annuel. Et se demander, OK, nos projets, ce qu'on met en place, ça demande des moyens. Comment est-ce qu'on le connecte au cycle budgétaire? Est-ce que ça demande des moyens supplémentaires? Quelles sont les choses que l'on peut demander aux politiques? Mais ce qui est important aussi, c'est que l'administration fasse preuve de lucidité. C'est-à-dire qu'on ait une réflexion globale en se disant, voilà, on met tel et tel projet en place, ça ne veut pas dire tel moyen supplémentaire. Pourtant, c'est une façon souvent de faire les budgets. On ne remet pas en cause ce qui existait avant et on réfléchit juste à ce qu'on rajoute. On a évidemment toujours là, bien entendu, le rapport politique qui est très important puisque c'est lui qui valide son budget. Et puis, in fine, on en arrive au contrôle de gestion qui arrive plus tard et qui, d'abord, peut être vu comme quelque chose qui arrive à la fin et qui permet le contrôle de l'efficacité et de l'efficience, c'est-à-dire simplement, est-ce qu'on y est arrivé? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs stratégiques? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs opérationnels? Quels sont les projets qui ont été menés à bien? Quels sont les résultats au regard des objectifs? Et aussi, quels sont les moyens dépensés au regard des résultats engrangés? Comme je vous le présente, ce moment de contrôle de gestion est clairement au service de la responsabilisation. C'est le moment où le comité de direction rend des comptes aux élus, explique, informe, justifie aussi, parce qu'il y a des projets qui n'ont pas pu être menés à bien finalement, avec de très bonnes raisons. Mais ce serait très très réducteur de mettre cette phase de contrôle uniquement à échéance, comme une étape de suivi qui prend place après l'action. En réalité, cette étape de contrôle, elle doit prendre place dans l'atteinte des objectifs. C'est pour ça qu'on parle de pilotage ici. C'est parce que ce n'est pas simplement pour se demander à la fin si on a bien obtenu nos objectifs, mais c'est tout le long du chemin un outil qui nous permet de nous dire, OK, où on en est? Est-ce qu'on avance sur nos actions, nos projets? Est-ce qu'on a pris du retard? Est-ce qu'on est en train d'évoluer vers nos objectifs opérationnels? Est-ce qu'on se rend compte que ce qu'on avait envisagé comme des projets, en fait, ne tiennent pas la route? On ne va pas attendre les 6 ans avant de se dire qu'on aurait dû faire autrement. Et puis, tout simplement, il peut y avoir d'autres priorités politiques qu'il faut pouvoir intégrer, qui sont l'objet de discussions et qui doivent se faire de façon réaliste pour discuter avec l'administration. OK, on a de nouvelles priorités. Quels sont les éléments qu'on va reprioriser? Qu'est-ce qui passe avant? Comment est-ce qu'on va dédier nos ressources à cela? Et donc, ça permet réellement d'intéresser le politique aux contraintes de l'administration et surtout d'avoir finalement une conciliation et une faisabilité beaucoup plus importante des projets qui peuvent être réellement concrétisés par l'administration. Et donc ici, ce sont aussi autant de moments d'échange, chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, où on discute où on en est et comment on corrige le tir par rapport à ce que l'on s'est initialement fixé. Je te laisse conclure, Aurélie? Oui, en effet. Ah, voilà. Alors, à plusieurs reprises dans cette présentation, on a parlé du contexte complexe des pouvoirs locaux. Et donc, pour conclure, on voulait reprendre un peu de hauteur et revenir sur ce contexte. Alors, c'est un slide qui est évidemment pas du tout exhaustif. Vous allez me dire, il manque ça et ça. Vous aurez tout à fait raison. Mais donc, je voulais revenir sur ces grands éléments. Évidemment, dans les grands éléments, il y a cette managérialisation des administrations locales, que ce soit les CPS ou les communes, avec aussi de plus en plus d'outils de gestion qui sont introduits. La complexification des matières, on ne va pas revenir dessus. L'inflation légistique aussi. Peut-être que pour les tout nouveaux conseillers communaux, vous ne vous rendez pas compte
de la quantité de lois, d'arrêtés, d'ordonnances que vous allez devoir parfois ingurgiter, en tous les cas si vous voulez travailler sur certaines matières, mais par contre que vos secrétaires communaux doivent ingurgiter. C'est vraiment des quantités qui sont monstrueuses et qui sont systématiquement renouvelées. Donc cette inflation légistique est très importante. Inflation des missions aussi. Vous avez certainement plus que moi des bons exemples de nouvelles missions qui sont confiées aux communes, parfois un peu anecdotiques, parfois presque désespérantes, on va dire, et puis parfois des vraies nouvelles missions, ou en tous les cas des nouveaux enjeux. L'exemple des CPS et de la question des allocations de chômage, c'est un enjeu qui vient se poser de manière tout à fait différente, évidemment, dans les pouvoirs locaux, dans les mois qui vont venir, évidemment. Des défis, bon ici on a mis des défis transversaux, participation citoyenne, numérique, digitalisation, durabilité, mais il y a aussi tous les défis politiques qui se posent dans vos communes et un contexte complexe, changeant, dont on a parlé à plusieurs reprises aussi, des crises successives qui viennent impacter le budget, les missions qui sont exercées, les priorités aussi des administrations locales et qui vont continuer à opérer. Il est fort à parier que durant la législature qui vient ici, vous allez avoir ce genre de crises qui viennent chambouler finalement les priorités politiques. La méfiance du citoyen, mais Émilie Vanout en a parlé jeudi passé pour ceux qui étaient là, c'est une réalité qu'on doit prendre en compte aussi. Voilà, il y en a une série d'autres comme ça. Et le dernier message, ou en tout cas la conclusion qu'on voulait passer, c'est de dire que finalement, face à ce contexte complexe et ces enjeux qui se posent pour les pouvoirs locaux, la réponse principale, elle doit passer par la professionnalisation des administrations locales, ou en tous les cas par un processus continu de professionnalisation. Évidemment, ça n'est pas qu'elles ne sont pas professionnelles, mais il y a toujours des moyens d'améliorer les modes de fonctionnement, les modes de gestion. À notre sens, cette professionnalisation ou ce processus continu de professionnalisation des administrations locales, il passe notamment par la planification stratégique, l'instauration d'une vraie logique dynamique stratégique dans les pouvoirs locaux et par une attention continue et un vrai travail sur la collaboration politico-administrative. Vous, mandataires locaux, vous avez un rôle à jouer là-dedans, évidemment. Évidemment, il est différent qu'on soit conseiller communal ou qu'on soit membre du collège, mais les mandataires locaux ont un rôle à jouer, déjà à comprendre ces enjeux, à s'y intéresser, à s'investir, à questionner sur ces questions-là. Et donc, pour conclure, on avait envie de vous laisser quelques petits messages clés de ce qu'on a dit ici pendant 1 heure, quelques éléments à ramener chez vous, on va dire, ou dans vos communes. Alors d'abord, sur la relation politico-administrative, eh bien, il y a l'idée de s'astreindre à comprendre les contraintes mutuelles. Ça fait écho au slide que Marie vous a montré au tout début, avec l'administration vue par le politique vu par l'administration. Évidemment, il faut pouvoir comprendre ces contraintes et ces perceptions mutuelles. Et puis après, il faut pouvoir vivre avec, s'en saisir et voir comment on s'y adapte, parce que c'est une réalité, quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille. Saisir les opportunités offertes par les outils de la gouvernance locale. Donc, on s'est aussi essayé à vous montrer à quel point ces outils pouvaient être au service de la dynamisation de cette relation politico-administrative. Mobiliser, valoriser les savoirs d'expertise et d'expérience de l'administration, se mettre d'accord sur le cadre de la collaboration politico-administrative. Ça fait écho évidemment à cette note d'accord. Donc là, c'est surtout dans le chef des échevins et des bourgmestres, évidemment, mais tout en ayant en tête cette idée d'avoir des pratiques qui sont cohérentes avec le contexte. Je redis ce que j'ai dit là tout à l'heure, mais qui me semble être important. Il n'y a pas une bonne manière de collaborer entre le politique et l'administration, mais c'est aussi pour ça que c'est nécessaire de pouvoir le mettre en débat et le discuter. Préserver le rôle du comité de direction au service de la transversalité. Je pense que mes petits schémas parlaient d'eux-mêmes et j'espère que tout le monde peut au moins poser le constat des effets que ça peut avoir. Évidemment que dans certains cas, il peut y avoir encore des chemins continus entre les échevins et les services, mais alors il faut pouvoir clarifier dans quelles conditions et pour quelles raisons on peut garder cette ligne qui contournait le comité de direction. Mais il faut pouvoir à nouveau le mettre en débat pour pouvoir préserver ce rôle du comité de direction qui nous semble être déterminant dans cette professionnalisation des administrations locales.
Ensuite, sur le côté planification stratégique, mobiliser l'administration pour définir ses priorités politiques. Évidemment, Marie en a parlé. On a bien compris à quel point ça pouvait être indispensable et nécessaire. Assurer la délégation de l'autonomie de gestion en contrepartie de la responsabilisation. Marie vient aussi d'expliquer ces éléments. Il y a tout un enjeu ici qui vient de nouveau impacter la qualité de la collaboration politico-administrative derrière. C'est pas pour rien qu'on a traité ces deux sujets dans la même présentation, évidemment, c'est que les deux sont complètement interconnectés et viennent s'alimenter l'un l'autre. La planification stratégique sera d'autant plus intéressante et pertinente que la collaboration politico-administrative est sereine et efficace, et inversement. S'impliquer dans le suivi de la mise en œuvre et susciter la mise en débat. Ça, c'est un élément important sur lequel on n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin, mais une fois qu'on a une planification stratégique avec des objectifs, une déclinaison claire, eh bien, il faut aussi pouvoir piloter la performance ou piloter en tous les cas l'atteinte de ces objectifs. Et là, les mandataires locaux, que ce soit le conseil communal, que ce soit le collège, ont un rôle à jouer, mais il faut s'y intéresser. Il faut comprendre ce qui a été mis dans ces objectifs, il faut pouvoir questionner, il faut aussi pouvoir essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains objectifs sont atteints. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi la mise en débat là derrière. L'idée n'est pas de s'en saisir en tant que mandataire local en disant juste ça c'est atteint, ça c'est pas atteint, c'est bien ou c'est pas bien. Évidemment, c'est pas du tout ça la finalité du dispositif. Considérer l'administration comme le partenaire de l'action politique et alimenter une relation de confiance, proscrire toute pratique de déresponsabilisation de l'administration. On a là évidemment un cercle vicieux et c'est pour ça qu'on en revient à nouveau sur ce fameux slide avec les perceptions mutuelles, où ces pratiques de déresponsabilisation entraînent aussi des dynamiques de responsabilisation et donc tout le monde est responsable de ceci. Et donc c'était tout pour nos petits messages à emporter chez vous et évidemment on est tout à fait disponible pour poursuivre la discussion après si vous le souhaitez. Merci pour votre attention.